Charles Baldassari, contrôleur général, chef de la mission sécurité et protection civile et gestion des risques majeurs à la collectivité de Corse. Et mon cher Charles, nous nous connaissons depuis très longtemps. You got the floor, comme on dit. Voilà. Et je ne sais pas le dire en corse, tu m'en excuseras. You got the floor. Bonjour à tous. Avant de vous montrer quelques diaporamas, vous dire un petit peu qui je suis, mais très rapidement. Donc je suis un ancien directeur de SDIS, puis inspecteur à l'inspection générale de la sécurité civile. Et puis je rejoins la collectivité de Corse à la demande du président du conseil exécutif, justement pour créer de toutes pièces une mission que j'ai appelée mission sécurité, protection civile et gestion des risques majeurs, dans une collectivité majeure en Corse qui a vu la fusion, donc la suppression des 2 conseils départementaux et la fusion d'une collectivité territoriale de Corse qui a donné naissance, après cette fusion des 3 entités, la collectivité territoriale de Corse et 2 conseils départementaux, la collectivité de Corse en fin 2018. Un événement dramatique est passé par là, le 18 août 2022, ce qui fait que j'ai répondu favorablement à la sollicitation du président du conseil exécutif, M. Gilles Simeoni. Alors, le premier slide, en fait, pour montrer que la Corse est confrontée aux risques naturels, technologiques et sanitaires. C'est une évidence. Il y a ceux qui sont périodiquement présents. Bien entendu, les inondations comme tout le monde, avec l'événement du 18 août 2022, qui a eu une amplitude, puisqu'on en parlait ce matin au niveau de la météorologie, ce n'est pas un épisode cévenol, ce n'est pas un épisode méditerranéen, c'est pire que ça. C'était calibré, au dire d'Esper après, comme un DERECO qui n'existe pas forcément en France et qu'on retrouve en Amérique. Alors, bien entendu, dans ce genre de choses, il y a forcément des lacunes. Les lacunes ont été dans l'incapacité du système, sans porter de jugement, à prédire l'événement et surtout alerter la population. C'est un peu ce qui s'est passé à Valence et on parlera après d'urbanisation. Donc tous ces éléments naturels sont présents, ils se déclenchent périodiquement. Le risque technologique, il est présent et le risque sanitaire, forcément, aussi. Ce qui fait que le lien que l'on peut faire avec une planification que connaissent bien les régions, et notamment au dire des élus, quand on écoute la presse nationale, les élus se plaignent, peut-être aussi à juste titre, d'un excès de planification, quand on dit il faut faire de la simplification, etc., etc. Et en ce qui concerne la planification générale au niveau des régions, il y a un certain nombre de documentations. Pour la Corse, cette documentation elle est spécifique, elle s'appelle le PADUC, le plan d'aménagement durable de la Corse. Et chemin faisant, dans mes recherches, celui-ci date de 2015. Si on fait un peu parallèle avec ce qui existe au niveau des SDIS et dans d'autres planifications, forcément, il y a une obligation législative, il y a de la documentation réglementaire, des circulaires d'application, et puis après, forcément, date anniversaire, il y a des révisions. Pour la Corse, le premier document a été élaboré en 2015. La loi dit qu'il doit être révisé tous les 5 ans, il n'a pas été révisé et nous sommes en phase de révision. Je me suis rendu compte qu'en regardant très brièvement dans l'exemplaire de 2015, qu'on parlait un petit peu de réchauffement climatique, mais peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident que ça. En tout cas, il y a une approche, mais il y a une absence totale, et ce que j'ai dit au président, ça l'a fait bondir. Lorsque je lui ai dit, il suffit d'aller voir la loi, et la loi de 2011, qui est ici, qui prévoit comment doit être construit le PADUC, il doit intégrer obligatoirement, c'est pas peu, il doit intégrer obligatoirement les risques naturels, technologiques et sanitaires. Bon,
Ça a été un peu détonnant comme approche, mais peut-être c'était mon ancien métier d'inspecteur qui fait qu'à un moment donné, il faut vérifier la légalité et un certain nombre de choses, et donc il y a une absence de réponse. En ce sens, c'est le constat, l'avenir, c'est pour demain, et les élus ont pris en compte que, bien sûr, il fallait intégrer le réchauffement climatique dans sa dimension très large, mais surtout intégrer les risques naturels, technologiques et sanitaires. Ça sera pour la version qui est en cours d'élaboration. Nous sommes en évaluation de l'existant et sera construit le futur PADUC. D'ailleurs, demain, l'Assemblée de Corse se réunit à partir d'aujourd'hui et demain il y a un rapport spécifique sur le compte-rendu d'évaluation du PADUC et la trajectoire de révision. Donc demain, normalement, je serai à Ajaccio. Alors, la mise en œuvre en Corse d'une stratégie générale de protection civile, moi qui viens d'un monde de la sécurité civile, toujours à dire que, et c'est vrai, la sécurité civile, on a l'impression qu'elle appartient à un comité très restreint, que sont les sapeurs-pompiers, que sont les forces militaires de la sécurité civile, que sont les associations agréées de la sécurité civile, et puis quand on voit ça, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et moi, je préfère parler de concept de protection civile qui est beaucoup plus globalisant. Alors, ça fait pas forcément plaisir à mes anciens partenaires, mais en tout cas, moi, c'est mon credo. Et je pense qu'il faut parler aussi stratégie générale de protection civile. Particularité, vous savez que la Corse est engagée dans un processus d'autonomie qui fait que il va falloir que l'on intègre aussi cette répartition, ce champ de compétences. Alors, je n'ai pas mené la totalité du diaporama parce qu'il faudrait en discuter très longuement, mais en 15 minutes, je vais essayer de vous donner les éléments principaux. Et donc, il faudra que l'on discute à un moment donné sur la répartition des champs de compétences entre ce qui va rester du régalien et ce qui va pouvoir être intégré comme responsabilité de la future collectivité autonome de Corse. Alors, ça c'est un peu le sommaire de la présentation. La Corse confrontée au risque et atteinte à l'environnement en catastrophe majeure. Vous allez voir, il y en a un certain nombre. L'Assemblée de Corse, ça c'est ce que j'expliquais en aparté, hein, le levier politique, la prise en compte de l'événement. Bien avant l'événement du 18 août, les élus avaient une conscience exacerbée des risques et menaces qui pèsent sur la société, sur l'environnement et sur le système économique. Une approche multidimensionnelle, bon, on est plus dans l'opérationnalité, mais je vous dirai un petit peu comment on voit les choses. On a construit ça au regard de l'impulsion des Nations Unies, vous allez voir. Et puis aussi, comme il y a une ouverture à l'international, forcément, incluant la coopération transfrontalière, notamment dans le cadre du traité de Quirinal et de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est des combats politiques aussi, au sens noble du terme, c'est-à-dire que dans les coopérations transfrontalières, aujourd'hui, dans le traité de Quirinal, qui a été signé en novembre 2022 par le président de la République actuelle, tout espace transfrontalier maritime n'est pas pris en compte. Seul est pris en compte l'espace transfrontalier terrestre. Sauf que la Corse, à part les 2 départements de circonscription administrative d'État entre la Haute-Corse et la Corse du Sud, il y a une frontière, l'État-Savone, mais le reste, c'est de l'eau. Et forcément, quand on veut travailler au transfrontalier et quand on veut travailler à la coopération transfrontalière, il nous reste quoi? Il nous reste les programmes européens. Et on vient de capter un gros programme européen Interreg avec d'autres régions, la PACA, la Toscane, la Sardaigne, la Ligurie, la Corse, qui la Corse est chef de file pour l'État français. Et dans ce cadre-là, il y aura des échanges sur les bonnes pratiques spécifiques sur les feux de forêt. Il y aura une capacité, à travers la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOTMI, qui prévoit dans ses textes de créer une force opérationnelle entre la Corse et la Sardaigne. Ça c'est inclus dans la programmation transfrontalière. Et quelque chose d'assez innovant, mais que Jean-Luc Beccari ne sera pas surpris de m'entendre dire, c'est la création d'un centre de formation
et d'entraînement euro-méditerranéen Corté, qui lui aussi est intégré dans un module de réflexion dans le programme Interreg. Alors tout ça, c'est du très chaud, puisque c'était la semaine dernière, on a eu les retours en disant que le programme a été accepté, en attendant les officialisations. Quoi qu'il en soit, c'est un pan important, y compris pour la résilience. Parce que l'île, c'est une île, elle a besoin, le moment venu, lorsque les choses ne vont pas bien, d'avoir des acteurs qui viennent donner la main dans l'aspect opérationnel. Mais moi qui suis un pur opérationnel, il faut travailler en amont. Déjà, quand on est en aspect opérationnel, on est en curatif, on traite les choses, et on a bien vu, par exemple, ce qu'on disait ce matin sur l'aspect de Valence, il faut travailler en amont, et il y a bien des sujets qui méritent d'être travaillés avant l'opérationnel. Et puis la projection d'un chronogramme d'action, forcément, tout ça, à la demande du président et du conseil exécutif, c'est comment on étale dans le temps sur le mandat, et vous allez voir, il y a quelques exemples. Alors, dans la mémoire collective, forcément, il y a les événements, et puis il y a ceux qui ont frappé durement la Corse. Et puis après, à la demande du président, expressement, il y a des événements tragiques qui se sont passés et qui ont engendré un certain nombre de dispositifs, y compris juridiques. Alors, ce ne sont pas des risques ni naturels, ni technologiques, ni sanitaires, mais il a souhaité qu'il y ait des marqueurs au fur et à mesure dans le temps pour raviver des anciennes catastrophes, dont certaines sont toujours d'actualité. Vous prenez la catastrophe Caravelle Ajaccio-Nice, il y a le lever du secret militaire, etc. Il y a plein de choses qui sont en cours. Quoi qu'il en soit, quand on parle de ça, quand on parle en 1960 de la volonté de créer une expérimentation nucléaire en Corse, donc, qui a été abandonné à un moment donné, c'était du temps du président de la République, qui était le général de Gaulle. La Caravelle, il y a aussi tout de suite derrière les boues rouges. Et puis après, on va rentrer très rapidement, parce que le temps nous est compté, réellement sur les catastrophes naturelles et technologiques, avec des avalanches, des inondations meurtrières, des pollutions marines, forcément, et elles sont importantes et très impactantes, notamment pour celles qui peuvent se passer dans le sud de l'île, avec le détroit de Bonifacio et la Sardaigne, qui sont des zones protégées. Alors, les plus récentes, c'est celle de 2021, qui a impacté les deux départements, qui a vu une mobilisation exceptionnelle, qui a menacé les îles Cerbicales, je vous en parlais, de Bonifacio. Ça a été rapidement jugulé, mais le risque est présent, et forcément, il y a une attente particulière des élus à ce que, au-delà de l'aspect curatif, tant qu'on peut soigner, on soigne, mais avant ça, il y a forcément la régulation du trafic maritime qui pose souci, et qui est une action aussi qui est prise en compte par les élus. Et bien sûr, rendre hommage à toutes les forces qui œuvrent au quotidien, mes collègues sapeurs-pompiers, mais pas que, les forces militaires, les agents des collectivités, etc., etc. Et les forestiers sapeurs aussi, puisque la collectivité de Corse est dotée d'une force assez importante. 2023 aussi, qui a créé les mois, la perte de 4 conteneurs d'acide sulfurique au large de la Corse qui ont dérivé. Donc alors tout ça crée de l'émoi, crée parfois des tensions politiques entre les responsables actuels et puis l'État, parce que des fois, il y a des absences de communication. Elles sont partagées. Je ne dis pas que c'est d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, ça crée des tensions, et il faut arriver justement à avoir une fluidité de l'information et aussi de la transparence de l'information.
que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et puis, novembre 2023, Sierra Domingos, qui a à une échelle moindre de ce qui a pu se passer dans l'arrière-pays niçois, mais qui s'est passé au centre Corse, qui a anéanti totalement une vallée. Alors, c'est de l'aspect naturel, c'est des infrastructures, ça n'a pas été des vies. Corté a été impacté, mais ça s'est passé sans gros problème humain. Néanmoins, ça a été une catastrophe naturelle majeure, dont le centre Corse va mettre des années à se remettre, dont l'impact financier est considérable en termes de reconstruction de voies. Et d'ailleurs, le GR20 qui passe au-dessus, son parcours n'est pas modifié, mais les accès à une étape ne peut plus se faire. Donc il y a quand même aussi un aspect touristique important qui est pris et qui sera modifié, reconstruit dans le temps, à des échelles de temps qui peuvent aller à 10 années, 20 années. Donc c'est profondément un chamboulement de l'aspect naturel, mais de l'aspect économique aussi d'une micro-région. Voilà la tempête du 18 août, hein, celle qui a permis, non, mais a été, je dirais, l'élément déclencheur ou l'accélérateur de cette prise de conscience de la collectivité de Corse et de son président pour entamer une construction de quelque chose. On part de loin parce que ça n'existe pas. La culture du risque au sein de la collectivité de Corse qui aujourd'hui est en train d'absorber ces fusions, ce n'était pas forcément la priorité du moment. En tout cas, c'est la priorité du président du conseil exécutif et il m'a embarqué dans cette belle aventure. 2022, ça a été dit. Et puis quand il y a eu les focus sur la météo, la Corse a été fortement impactée. On parlait ce matin, auparavant, des nuits tropicales et des nuits chaudes sur Nice, mais il y en a eu un certain nombre, notamment sur Ajaccio, sur Île-Rousse, ce qui veut dire que les choses changent et qu'on s'en rend compte. Et que forcément, face à ce changement, il faut s'adapter rapidement. Alors, quelles sont les adaptations que l'on propose ? Avant cela, je vous disais la prise en compte de l'Assemblée de Corse dès 2019. Et ça a été dit. Il y a un certain nombre... J'ai découvert aussi, hein, ça c'est mon ancien métier qui m'a permis d'essayer de regarder ce qu'avaient produit les services, ce qu'avaient produit les décisions politiques de l'Assemblée de Corse sur un certain nombre de choses. Et j'ai découvert, par exemple, que dans le cadre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, parce qu'on ne peut pas construire des stratégies sans le numérique, il y avait des choses très intéressantes qui parlaient dans un livret numéro 9 d'une île résiliente. Et j'ai découvert que les gens avaient superbement travaillé dans la construction des outils numériques permettant de donner une île de résilience. Sauf que tout ce pan-là n'a jamais été déployé. Et donc, mon job aujourd'hui, c'est bien entendu de dire aux élus, vous avez très bien travaillé, les choses ont été faites, il faut que les services mettent en pratique la résilience. Et c'est, je dirais, la ligne directrice ou le volet numérique de notre future stratégie. Alors, qu'est-ce qui en ressort de l'épisode du 18 août ? Deux axes majeurs. Doter la collectivité de Corse d'une stratégie globale opérationnelle pour la gestion des crises, afin de mieux anticiper et réagir aux différentes menaces majeures qui pèsent sur notre île et ne manqueront pas de survenir dans les mois ou années à venir, sans que leur nature ou leur intensité ne soient totalement prévisibles. Intégrer les enjeux et surtout les conséquences du réchauffement climatique dans toutes les politiques publiques de la collectivité. C'est bien écrit, c'est bien dit, ça a été dit, c'est bien pensé, sauf que c'est lourd à porter. Et que forcément, c'est un bouleversement de culture. Quand on dit dans la deuxième, intégrer les enjeux et surtout les conséquences du réchauffement climatique dans toutes les politiques publiques de la collectivité, il faut embarquer tout le monde.
Déjà, il faut embarquer le personnel politique. Après, il faut embarquer tout le personnel administratif. Et quand les gens travaillent, etc., on pense rarement à l'application ou au levier technique pour améliorer les politiques publiques face au réchauffement climatique. Alors, il faut du temps, ça va se faire, mais en tout cas, c'est marqué politiquement comme deux actions clés. Et donc, face à ça, on avait proposé un certain nombre de choses au président, qui un soir m'a appelé. Moi, je suis toujours à Paris. Il m'a dit, il faut que tu rentres, il faut que je te voie. Bon, je suis rentré, je l'ai vu. Il m'a dit, voilà, on m'a donné un document pour répondre à la délibération. Ça ne me convient pas. Je n'ai même pas fini de le lire parce que ça ne me convient pas du tout. Je dis, bon, c'est bien. Donc, tu reprends tout à zéro. Est-ce que tu es d'accord? Bon. On s'est mis d'accord. Il a fallu aussi régler les problèmes administratifs avec le ministère de l'Intérieur pour revenir très rapidement. Quoi qu'il en soit, donc, il m'a laissé un temps assez court pour lui construire une stratégie que je vais vous donner et enfin, je vais vous expliquer. Et donc, pour essayer de répondre à ces deux axes importants portés par l'Assemblée de Corse. Alors ça, c'est l'approche multidimensionnelle. C'est un schéma classique, mais que j'ai retrouvé aussi avec intérêt dans le fameux volet du numérique. Et donc, je l'ai légèrement modifié pour que justement, en termes de résilience, et forcément, vous voyez la prévention, la gestion de crises complexes et le relèvement post-crise. On n'en parle pas souvent, mais en termes de prévention, forcément, en termes d'urbanisation, il y a des choses à revoir. Et d'ailleurs, je vois que Christian regarde sa montre, le 5 décembre prochain, à Ajaccio, nous organisons les assises du littoral pour parler d'urbanisme, pour parler d'inondation, de submersion marine. Alors je vais aller très vite. Quand j'ai présenté ça au président, forcément, je vous ai parlé du PADUC, mais il m'a dit, mais juridiquement, étant un homme du droit, mais est-ce qu'on peut agir? Comment on doit agir? Est-ce qu'on a la capacité juridique d'agir? Forcément, en recherchant un petit peu, dans un premier temps, pour répondre à Christian, là aussi, venant pour avoir expertisé un petit peu les capacités de France Alerte dans mon ancien métier, on voit vite aussi un certain nombre de choses et limites du système. Et forcément, là, comme le 18 août n'avait pas été une réelle, un réel succès dans l'alerte des populations en Corse, donc on réfléchit et on a trouvé bien sûr la solution, c'est la création d'une application spécifique propre qui fera tout, l'information, la vulgarisation du risque, mais aussi l'alerte des populations, non pas pour concurrencer France Alerte, parce que quand je suis allé expliquer tout ça au préfet, bon, étant un peu de la maison avec eux, ça a été plus facile de discuter pour expliquer. On parle beaucoup aujourd'hui de ligne rouge, et pas de ligne rouge, mais je veux dire, il y avait des champs de compétences à ne pas franchir, et forcément, les connaissant bien, on ne les a pas franchis. Mais quoi qu'il en soit, il fallait trouver l'articulation juridique pour dire, tout personnel, toute personne a droit à l'information, donc ça, on le fera. Deuxièmement, pourquoi la collectivité de Corse est capable d'agir ou d'interagir? C'est l'article L112.1 qui en parle, de la répartition des politiques publiques, sécurité et protection civile entre l'État et les collectivités territoriales. C'est très clair. Donc ce n'est pas un champ de compétences à vocation expresse de l'État, il est partagé. Et donc il faut que dans ce partage de compétences, il faut qu'il puisse être mené, construit en intelligence pour être performant. Le but est non pas de faire de la compétition. Et je n'en fais pas du tout, justement, connaissant bien les deux rives du système, pour que justement on soit très complémentaires et très performants.
donc la compétence liée. Et puis, pour avoir regardé ce qui se fait au niveau des régions, en fait, il y a 5 ou 6 personnes qui ont un peu la casquette du chargé de sécurité large. Hein. On fait quelques visios parce qu'il y a 13 régions, on n'est que 6. Donc il y a PACA qui en a un, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, Grand Est, et j'ai plus le 6e. Bon, et je suis le seul de la filière sécurité civile. Les autres sont des collègues, mais forcément plus orientés police, gendarmerie, et donc ça les intéresse parce qu'on échange beaucoup. Moi, je me nourris de leur expérience et j'arrive à leur faire passer un certain nombre de choses. D'ailleurs, j'avais fait passer l'invitation pour être aujourd'hui, mais ils ont un tas de choses par ailleurs. Mais ils sont très intéressés par la résilience parce que leur président ou présidente leur en parle. Alors, le projet, bien entendu, il a été construit dans les axes stratégiques des coopérations transfrontalières, mais aussi de la construction d'une société de vigilance et culture du risque en bâtissant un pôle d'excellence de protection civile, je vous en ai parlé. Tout ça au regard de Yoko et Sendai. Voilà. Le fil conducteur, parce que avec tout ça, il faut essayer d'égrener dans le temps un certain nombre d'actions. Et quand je vous ai parlé de l'urbanisation, je vais parler du PADUC. Et les limites du système actuel, quand j'ai regardé, je me dis, bon, comment on arrive à rassembler sous un seul document les risques naturels, technologiques et sanitaires? Bon, moi, je connaissais un petit peu la réponse. Parce que pour beaucoup, ou essentiellement, c'est mené par des services de l'État, et l'échelle de construction de ces planifications sont départementales. Et nous, notre handicap, peut-être, en tout cas pour nous, on le considère comme une force, c'est de raisonner au niveau de l'échelle de la région Corse, uniforme. Donc je vais prendre juste 2 exemples pour vous montrer quand même que ce n'est pas insurmontable. Quand on parle des risques majeurs, dans chaque département, vous savez qu'il y a les DDRM, et pour les avoir regardés, ou pour les connaître un petit peu au niveau de la Corse, ils n'ont pas été construits sur le même pas de temps, ils n'ont pas la même approche technique. À aucun moment, ils ont parlé d'interdépartementalité, ce qui pose problème. Donc nous, on va essayer, notre ambition, c'est quoi? Très rapidement, c'est de créer un atlas des risques majeurs permettant de récupérer l'ensemble de la documentation et éventuellement de la mettre à jour, mais surtout de sortir du schéma classique qui est uniquement un classique cartographique. Nous voulons mettre à jour, raisonner à l'échelle de 2050 et avec l'intelligence artificielle se projeter sur les événements, permettant à un moment donné de guider les élus, les décideurs et l'État, avec nous, sur ce qui peut arriver. Aujourd'hui, vous avez l'inondation, vous avez des cartographies. Hein. Je fais aucun... C'est juste un constat, hein, parce que je connais très bien comment c'est construit, et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de cracher dans la soupe. Mais pour autant, ce système a ses limites. C'est-à-dire que quand vous êtes en opérationnel, vous êtes limité parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Et toute catastrophe, qu'on parle des feux de forêt, qu'on parle des trucs, quand on est dans le raisonnement du champ du connu, c'est assez simple. Les parcours de feu, parcours d'inondation, parcours de ci, parcours de là. Mais quand on est dans la totalité inconnue, ce qui nous arrive, ce qui est arrivé à Corté, de mémoire d'homme, ça n'a jamais existé. Vous n'avez plus de repères opérationnels, vous n'avez plus de repères de projection. Et donc, il faut essayer de se projeter, imaginer l'inimaginable pour savoir comment il va falloir réagir demain. Et notre ambition, c'est de réagir et de voir ce que l'on peut faire à l'horizon 2050, aussi bien en structuration urbanistique oui, j'accélère, qu'en réaction opérationnelle. Voilà, il y a un certain nombre de choses de 2024
à 2027, dont certains, on va les engager en partenariat avec les gens qui portent aujourd'hui l'événement. La pièce maîtresse étant l'Atlas, mais aussi on veut faire les assises des risques majeurs, mais aussi on veut participer au prologue du Résilience Tour, mais aussi on veut communiquer avec, je ne vous ai pas parlé de la vectorisation et la culturation, mais la culturation des plus petits à travers des bandes dessinées, notamment en langue corse, pour expliquer les risques majeurs. Bon, tout ceci est assez prévu dans le temps. Il faudra aussi du temps pour y arriver, mais on est patient, et en tout cas, il y a une volonté politique pour le faire. Voilà. Donc, stratégie générale de résilience territoriale et de protection civile, d'une société de vigilance tout en développant une culture du risque, en impulsion, en dynamique territoriale, d'un pôle d'excellence de protection civile. Voilà les 3 axes qui seront appelés à être déployés 2024-2027. Je vous remercie de votre attention, et puis après, s'il y a des questions. Merci.